Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un homme qui a fait gagner des voitures, des cuisines équipées et quelques cheveux blancs à ses directeurs de chaîne. Une voix culte des jeux télé qui raconte enfin ses joies, ses claques et ses rebonds. Et vous allez voir que cet animateur ne pratique pas la langue de bois. Bonjour Philippe Risoli. Bonjour Damien, bonjour Mathilde. Bienvenue sur ce plateau, jamais trop tard donc. C'est le titre du livre que vous sortez cette semaine aux éditions de l'Archipel. Il vient de sortir de l'imprimerie là, d'ailleurs il me brûle les doigts tellement il est chaud franchement. Il fait fondre la table. C'est vraiment un petit bijou, hein, vraiment qu'on a adoré avec Mathilde pour les nostalgiques de ces années où vous avez incarné notamment le juste prix des émissions mythiques telles que Le Millionnaire, Géopardy, on en parlait juste avant le générique. Pas que des jeux. Et pas que des jeux, des talk-shows aussi, sur Canal+. Des notamment. talk-shows sur Canal, avec Direct notamment, ou même un talk-show sur la santé, sur TF1, qui s'appelait Viva la vie, ou sur les animaux de mon cœur, et des variétés, La Nouvelle Affiche, Succès Fou, Capital d'un soir, pour ne parler que des prime time et des émissions essentielles. C'est très riche, effectivement, mais la première question que je voulais vous poser, c'est... Qui sera la dernière. Oui, qui sera la dernière, c'est ça, parce que vous allez me faire mal après, je vous connais. Pourquoi avez-vous choisi cette photo? Vous avez quoi? Vous avez 15 ans sur cette photo? Non, vous allez rire, mais j'ai une quarantaine d'années là-dessus. Ah, vous avez une quarantaine d'années, mais vous êtes tellement lisse. Pourquoi? Oui, et pourtant, pas de chirurgie esthétique. Ah oui, c'est vrai. Faites bien de le dire. C'est assez rare pour être souligné. Et donc nous avons choisi conjointement avec mon éditeur cette photo parce qu'elle représente... j'avais cette tête-là dans les années 90, en fait. Donc voilà, je la trouvais plutôt sympa. Donc on s'est dit, allons-y. Un peu gendre idéal, quoi. Ouais. Et alors, vous y racontez vraiment tout. Jamais trop tard, ça fait référence à quoi exactement? Alors, jamais trop tard, vous l'avez vu, c'est la petite phrase que je mets en ouverture de ce livre et qui signifie « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être ». Voilà, c'est une phrase de George Eliot, exactement, la romancière britannique. Non, je vois que vous êtes... écoutez, on a fait quelques études quand même. Disons que nous sommes un peu lettrés. Voilà, donc j'ai trouvé que cette phrase me correspondait tout à fait parce que, effectivement, je suis assez reconnu dans ce métier pour les jeux, mais je suis assez multicarte en fait, puisqu'il y a la télévision, mais ce livre parle aussi de musique, parle aussi de théâtre, parle aussi de tout ce qui touche au domaine de la communication. Donc c'est un éventail assez large. Ouais. Donc j'aurais pu être, j'adore le cinéma, j'aurais pu peut-être être comédien, j'aurais pu, vous voyez, ce que je suis maintenant à travers le théâtre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi dans ce livre, alors c'est pas l'objet de ce livre, mais vous dites que enfant, vous étiez déjà fasciné par le petit écran. Et justement, l'enfant que vous étiez, il rêvait de quoi? Vous rêviez de quoi à ce moment-là? Vraiment de gloire? Vous rêviez de micro? Vous rêviez de pouvoir? C'est un peu ça aussi que représentait la télévision pour l'enfant que vous étiez? Alors là, on est dans une autre époque. C'était l'objet du livre précédent où je regardais le petit, à une dizaine d'années, j'allais devant les vitrines des commerçants. Vous savez, il y avait plein de télé comme ça. Et moi, je les regardais. Des fois, on n'avait même pas le son, mais je voyais alors, j'allais dire Guy Lux présenter Interville. C'est faux parce que je n'étais pas dans la rue. À 10h du soir, ça passait le soir, mais je voyais Guy Lux, je voyais Pierre Bellemare, je voyais tous ces gens-là qui présentaient des choses. Et j'avais, non pas pour la popularité ou la notoriété, c'est pas ça qui m'intéressait. Non, ce qui m'intéressait, c'est de me retrouver dans cette boîte-là que je voyais, qui était tellement mystérieuse. Et vous savez, les premières radios que j'ai eues, il y avait plein de noms dessus, ça s'allumait, on ne voyait pas l'image, mais on la devinait. Oui. Donc la radio, la télé, ça me fascinait. Et c'était une ouverture sur le monde. Vous savez, moi, je suis un enfant de Paris 18e arrondissement, mais on ne voyageait pas. Sinon, des voyages en Dauphine qui prenaient des heures et des heures pour vous savez, avec la galerie sur le toit. C'est une autre époque. Quoi. Pardon, je ne sais pas, parce que nous n'étions pas nés, mais j'imagine. Donc voilà. Donc là, c'était une véritable ouverture. Quand je raconte que je suivais un certain nombre de séries de feuilletons, je parle d'Aventures dans les îles, le capitaine Troy, dont Laurent Voulzy fait allusion dans Idéal simplifié, par exemple, sa chanson. Voilà, on se retrouvait, on voyait des paysages magnifiques. Alors quand des années plus tard, je vais me retrouver sur la tombe de Brel, par exemple, aux îles Marquises ou sur l'île de la Réunion, mais c'est tout ce rêve-là qui va se concrétiser à travers la télévision, bien plus que de me dire vous allez être connu, vous allez avoir beaucoup d'argent. Non, énormément. Énormément.
énormément, excusez-moi, oui, c'est vrai, on ne trahira pas la voiture de luxe avec laquelle vous êtes arrivé, mais c'est vrai que si on montrait votre carrière... Surtout dans Paris. Oui. Surtout dans Paris, oui, c'est ça. Vous avez galéré, mais bon, c'est pas grave, vous avez tellement d'argent, vous pouvez payer les PV, vous. Non, mais j'ai racheté le parking. Oui, c'est vrai. Vous nous avez racheté aussi, d'ailleurs. Si on montrait votre carrière, la carrière que vous avez eue, à cet enfant passionné de télévision que vous étiez, il ressentirait quoi aujourd'hui? Il ressentirait de la fierté? Bah, à la fois, oui, une certaine fierté d'abord d'avoir réussi à rentrer dans ce métier. Vous savez, moi, je ne connaissais personne. Or, on sait quand même, enfin, on le sait ou on ne le sait pas, mais je l'écris quand même un petit peu. Ouais. Ça transpire un petit peu dans ce livre. Il y a quand même une histoire de réseau, si vous voulez, qui fait que vous réussissez à mettre un pied ou pas, vous réussissez à revenir ou pas. Voilà. Pour partir, c'est plus simple. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et généralement, c'est rarement de votre fait. Et ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il y a une certaine fierté. Maintenant, je regrette un peu qu'à partir du début des années 2000, hormis avoir refait l'école des fans, qui pour moi est une vraie fierté, sur Gulli, sans avoir fait oublier Jacques Martin, parce que c'est lui, Jacques Martin, qui l'a incarné pendant des années. Qui l'a incarné, qui l'a créé, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'avoir réussi à lui succéder, et je pense d'avoir marqué d'une certaine manière aussi cette génération-là, ça me fait plaisir, oui, c'est vrai. Eh bien, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants. Philippe Risoli, je rappelle le titre de votre livre, Jamais trop tard. C'est dans quelques instants, juste après les news médias présentés par Mathilde Sefer. Bon, Mathilde, on commence ces infos médias avec une bien triste nouvelle, le décès de Bruno Salomon. Oui, alors l'acteur est décédé à l'âge de 55 ans. Il s'est battu contre une longue maladie, comme l'a indiqué son agent Laurent Grégoire à l'AFP. En 2019, l'acteur avait révélé qu'il souffrait de misophonie, un trouble psychique rare qui touche environ 15% des Français. Il s'en était d'ailleurs inspiré lors de l'écriture d'un roman. Bruno Salomon s'est illustré, entre autres, pour ses rôles dans Fais pas ci, fais pas ça, ou encore dans le film Brise de Nice aux côtés de Jean Dujardin. Ce dernier, dont il était très proche grâce à leur début commun dans la troupe comique Les Nous c'est nous, lui a d'ailleurs rendu hommage, le qualifiant de frère. Ouais, Bruno Salomon qui venait régulièrement nous voir sur ce plateau, qui était formidablement sympathique, qui on pense évidemment à ses proches et à sa famille. Vous l'avez déjà croisé, Bruno Salomon? On s'est effectivement croisé, j'ai le souvenir, moi je l'aimais beaucoup, je l'aimais bien en tant que comédien. On a eu un contact sympathique, mais très fugitif. C'était à l'occasion d'un week-end de ski, me semble-t-il, organisé pour des gens du métier. J'ai le souvenir de quelqu'un d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement sympa, drôle en plus. Mais surtout, j'évoque Patrick Roy dans mon livre qui est parti à 40 ans. Lui, il avait 55. Mais c'est beaucoup trop jeune pour partir. C'est bon. Et c'est toujours... Alors, on parle de longue maladie, mais on comprend très bien ce qu'il y a derrière. Oui, bien sûr, c'est généralement cancer. C'est généralement aussi peut-être par pudeur que la famille ne souhaite pas forcément révéler ce qui se passait. En l'occurrence, ses proches ont effectivement précisé qu'il s'agissait d'un cancer. C'est vrai que vous êtes un touche-à-tout aussi, vous, Philippe Risoli. Vous avez animé des émissions, vous chantez, vous jouez la comédie. Quelle est vraiment cette casquette qui vous rend le plus fier et qui vous comble de bonheur aujourd'hui? Le point de départ, c'est la télévision. C'est la télé, quoi qu'il arrive. Non, il n'y a pas de problème. Je suis sur scène, j'allais dire comme un... J'espère que ça ne va pas paraître un peu prétentieux, mais comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que là, je pourrais reprendre demain matin... pratiquement n'importe quelle émission, je vois pas. Il n'y a pas une émission où je me dis, alors est-ce que je serais capable de le faire? Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a tout un tas de professionnels qui sont exactement dans la même situation que moi. Mais à côté de ça, je m'éclate complètement au théâtre. J'y vais énormément en ce moment. Je vais voir plein de pièces. Je regarde les acteurs, c'est ceux dont c'est le métier de bas. Je les étudie, etc. Pour moi-même, quand je suis, non pas reproduire ce qu'ils ont fait, mais m'en inspirer. Un petit peu comme je vous parlais tout à l'heure de l'école des fans. Jacques Martin a été pour moi un des maîtres, à côté des Drucker et d'autres que je regardais enfant, puisqu'on en parlait aussi en début d'émission. Là, c'est pareil. Quand je vois tous ces comédiens, je les regarde, je vais beaucoup au cinéma, et j'essaye de m'en inspirer pour être au mieux. Et ça, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, effectivement. On poursuit ces news médias avec une nouvelle vidéo qui accable Patrick Sébastien. Oui, alors il était déjà
visé dans une enquête pour exhibition sexuelle après un concert dans un camp naturiste en juillet dernier. Et alors, au moment de chanter Les Sardines, l'une des spectatrices s'était agenouillée devant l'artiste pour pratiquer une fellation sur lui-même. Il se défend, martelant que tout l'acte aurait été mimé. Mais une nouvelle vidéo publiée par Mediapart vient s'ajouter à tout ça. Cette fois-ci, le chanteur interprète le petit bonhomme en mousse. Je cite « Je vais peut-être descendre, me faire toucher mon petit bonhomme en mousse », a-t-il lancé en désignant son sedge de sa main droite. La même spectatrice réapparaît, le touchant une nouvelle fois. Et alors, toute cette scène aurait été captée par un jeune homme venu avec son frère de 14 ans, se disant choqué par cette scène de fellation. Bon, je ne vais pas vous faire réagir sur cette affaire. Simplement, Patrick Sébastien, vous en parlez dans ce livre parce que vous avez été piégé par cet animateur lorsqu'il tournait une séquence du Grand Bluff. C'était dans Le Millionnaire. Il a interprété un candidat totalement loufoque. Fou, enfin, complètement... Ah, mais c'était complètement dingue. Mais d'ailleurs, la séquence est devenue culte. Hein. Complètement. Voilà, elle est régulièrement rediffusée. L'émission elle-même est devenue culte. Oui, absolument. Mais cette séquence, c'est vrai qu'elle est rediffusée généralement dans les zappings de fin d'année. Systématiquement. Comment me trucultu, c'est ça, non qu'il interprète c'est une poésie qui vous récite, en fait. Oui, ça s'appelle La Pintade aux yeux violets. La Pintade aux yeux violets, exactement. Aux yeux violets. Et moi, alors, souvent, on me pose la question, on me dit, mais enfin, tu l'as pas reconnu, il était à 10 cm de toi. C'est quelqu'un que je connais, Patrick Sébastien. Il est tellement bien maquillé. Alors, il est maquillé. Ouais. Alors, je vois qu'il a une perruque, hein, mais là, bon, on va pas entrer dans le détail, mais au Millionnaire, ce n'était pas des candidats, mais des gagnants. Oui. Donc, des gens qui arrivaient un petit peu, il n'y avait pas aucune sélection, il n'y avait rien. Ouais. Donc, j'ai eu des gens parfois souffrants, j'ai eu des gens en instance de divorce qui se mettaient des perruques pour des raisons différentes. Donc, le fait qu'il ait une perruque ne me choquait pas. Et puis, il faut dire que depuis 48 heures, j'avais été conditionné par toute l'équipe qui m'entourait sur cette émission, en me disant attention, il y a un type là, fais gaffe, il dit pas si. On le voit. Moi qui, j'espère, montre quand même que je suis très à l'aise sur les plateaux de télévision. Là, je me reconnais pas tout à fait parce qu'on sent qu'il y a un malaise chez moi. Enfin, je suis pas moi-même, quoi, complètement. Mais sans toutefois le reconnaître. Mais je sais pas sur quel pied danser. Mais je me dis, il va m'en balancer. Ouais, vous n'êtes pas rassuré quand même. Hein. On connaît bien les images. Mais il y avait sa fausse femme qui était dans le public. Mais c'est un grand souvenir. C'est un bon souvenir. Je suis désolé là de ce qu'il lui a. Mais on m'avait demandé de témoigner dans le complément d'enquête. Je ne l'ai pas fait d'abord parce que je me sens pas assez proche de Patrick Sébastien pour aller et ensuite parce que en aucun cas je n'aurais voulu que mes propos puissent lui nuire. Voilà, donc j'ai préféré. Mais vous étiez proche de Patrick Sébastien malgré tout quand vous étiez animateur télé, vous voyez souvent. Non, mais je crois qu'on s'aime bien, qu'on se respecte. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est réciproque. On s'est vu récemment. Vous savez, quand on sort un livre comme ça, ensuite, alors il y a la tournée des médias, puis après il y a ce qu'on appelle les salons du livre. Oui. On s'est vu récemment, on a piqué un fou rire tous les deux, parce qu'on était assis, moi à côté du prix Goncourt, et lui à côté d'un auteur que je ne citerai pas, mais qui vend des millions d'exemplaires à chaque fois. Et donc on se regardait, et à un moment on est parti d'un fou rire, parce qu'il y avait la queue, mais c'était pas pour nous. donc c'était assez drôle. Donc on s'apprécie. Je pense que c'est quelqu'un qui a un talent fou. Moi, je l'ai vu à l'Olympia, je l'ai vu vraiment sur scène, et c'est vraiment c'est un showman, quoi. Alors effectivement, avec ses qualités, avec ses défauts, quelques débordements. J'ai vu la vidéo à laquelle vous faites allusion. Effectivement, on va dire que c'est un peu malheureux. C'est un peu ça. Bon, on verra, parce qu'a priori, il y a une enquête qui a été ouverte pour exhibition sexuelle. On en saura un peu plus. On va parler de votre livre tout de suite, Philippe Risoli, Jamais trop tard. C'est dans l'interview du Buzz TV. C'est vraiment une pépite parce que vous racontez aussi ces réunions à huis clos que vous avez pu avoir avec certains dirigeants de chaîne. Et quand on aime la télévision, forcément, on lit ça avec beaucoup d'appétit. En l'écrivant, est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de régler des comptes face à ce métier qui parfois, c'est vrai, est très violent, ou bien c'était simplement pour raconter de façon assez factuelle ce que vous avez vécu au cours de vos années télé? Alors, vous avez raison de le préciser, c'est un métier qui peut vous donner d'énormes satisfactions, des joies intenses, mais qui peut être également extrêmement violent. Je n'ai pas été le seul à être confronté à ce type d'événement. Il n'y a aucun esprit, ni de vengeance, il n'y a aucune aigreur, il n'y a rien de tout ça. J'ai commencé en 86, on est en 2026, comme vous me le faisiez remarquer avant l'émission. 4 décennies. Ça fait 4, c'est un petit peu un anniversaire. C'est l'occasion de faire le chemin à l'envers, de recroiser un tas de gens où soit bien je les ai adorés, je les ai aimés, je les ai côtoyés. C'est les Guy Lux, c'est les Pierre Bellemare, c'est tous ces gens qui me faisaient
faisaient rêver et je les ai rencontrés et j'en parle, ou dans un autre domaine, un Johnny Hallyday, Oui. et d'autres, un Gilbert Bécaud, par Absolument. exemple, etc. Donc de raconter mon contact avec eux. Aussi des gens qui ont fait le parcours en même temps que moi, qui sont des Patrick Roy, qui sont des Jean-Pierre Pernaut, dont j'ai été très proche également, et bien d'autres encore. Philippe Gildas, par exemple, j'étais moins aussi, proche, ouais. mais je lui ai succédé dans Direct, et je raconte un petit peu tout la partie immergée de l'iceberg, mais aussi celle qu'on ne voit pas, Ouais. qui est souvent plus importante. Effectivement, les réunions qu'on peut avoir, comment le vent peut tourner sans C'est raison intéressant. apparente, parce qu'au moment où je vais être un petit peu débarqué, si j'ose dire, en fait, il n'y a pas de raison, puisque Ouais. l'audimat est là, la confiance du public Là, vous parlez est de là. TF1 et du juste prix. Alors le juste prix, non mais là j'y reviens une dernière fois, je le dis à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça s'est arrêté. La raison globalement principale, c'est d'abord, ça existait depuis 1987, ça avait été lancé par Max Meignier, il y a eu Eric Galliano, il y a eu Patrick Roy, il y avait eu moi, donc c'était longue distance déjà, et on arrive en 2001, et 2001 c'est quoi? Comme vous me le faisiez remarquer, c'est l'arrivée de l'euro. Bah, de l'euro, oui, c'est Or, ça. quand vous faites un jeu sur les prix et qu'on vous change la monnaie, imaginez que là je me mette à vous parler en yens. Vous voyez, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus possible. C'est l'euro qui a tué votre émission finalement. Enfin, qu'il l'a pas tué, mais il fallait faire un break parce que vous voyez, les gens étaient quand même sur le plateau, ils avaient des convertisseurs qu'on leur distribuait, donc il fallait un temps de réflexion à Convertir par 6,55, 957. Voilà, exactement. Donc ça pouvait pas coller. Mais donc ça c'était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que moi j'ai un frein à ma carrière puisque tout fonctionnait. Donc c'est vrai, quand je le mets entre guillemets, mais il y a parfois une certaine hypocrisie parce que quand je rencontrais les dirigeants, tout le monde, ça allait bien, quoi. Il y avait pas de, on m'a jamais évoqué un problème particulier. Et pourtant, vous vous retrouvez un beau matin sur la touche. Mais encore une fois, il s'agit pas d'aller pleurnicher. J'ai eu la chance de faire ce métier. Je l'ai refait par la suite. Je continue, etc. Mais c'est pas parce qu'on ne pleurniche pas qu'on ne peut pas dire les faits tels qu'ils se sont passés. Vous voyez, parfois, il y a là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on me dit, oui, mais alors, en disant ça, tu te coupes pour la promotion de telle chaîne ou de telle... Oui, il faut bien que je raconte. Bien sûr. Sinon, je ne raconte pas. Or, moi, je suis quand même assez connu pour ne jamais avoir eu la langue de bois. Et je pense que c'est aussi ça, ma proximité avec le public, c'est que Là, je suis en train de vous parler, mais demain, dans les salons du livre, je pourrais vous montrer tous les témoignages que je reçois via les réseaux sociaux. On me dit, vous êtes le même. Je joue pas à un jeu. Et même quand je présente, c'est la même chose. C'est ma personnalité. Mais honnêtement, avant de passer à vos années Canal, ce qui est très intéressant aussi comme chapitre, c'est le début du livre. Mais ce juste prix, quand même, c'est vrai que, moi, je regardais, beaucoup de personnes regardaient, et c'est vrai que ça a été un choc d'une certaine manière quand cette émission s'est arrêtée. Vous le disiez, l'audimat était là. Vous n'aviez pas de casserole. Est-ce que, avec le recul, vous avez compris pourquoi vous avez été, d'une certaine manière, mis sur la touche? Parce que j'ai pas. J'imagine que ça a dû vous hanter pendant des mois, des années peut-être. Oui, non, ce qui m'a hanté, c'était la petite. Parce que Étienne Moujotte m'a appelé, le directeur d'antenne de TF1. Directeur d'antenne de l'époque, avec qui j'avais des rapports tout à fait cordiaux. Et moi, j'ai aucune haine, aucun ressentiment vis-à-vis d'Étienne Moujotte. Mais il m'a appelé, il m'appelait Grand. Alors bonjour Grand, tu vas bien? La conversation est partie vraiment sur un ton totalement sympathique. Et il m'a demandé, alors là, j'ai droit au violon quand même. Et ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Écoute, Étienne, ça fait plus de 15 ans maintenant, c'est formidable. Et alors, était à l'antenne tous les jours. Vous savez, il y a des phrases qu'on n'oublie pas. La première phrase qui m'a alerté, c'est quand il m'a dit, je me demande si ce serait... Alors qu'on avait des projets ensemble qui étaient ou bien un prime time de variété, puisqu'on sait que j'aime la musique, puis je connaissais bien j'avais des bons contacts avec tous les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, etc. Soit il m'avait reçu un petit peu avant en me disant, toi, t'es un meneur. Quand tu parles, t'as quand même un don de fascination sur les gens, sur les foules. Donc on pourrait monter pourquoi pas, essayer de réfléchir à un projet d'émission caritative le dimanche après-midi. Mais ça ne me déplaisait pas. Je me disais, oui, ça a du sens. Ça a du sens. C'est pas... Donc moi, j'en étais resté là, quoi. Mais encore une fois, je ne regrettais pas le juste prix. Je voulais le faire 10 ans. Il y a un moment, à la fin, ça devenait un peu la routine. Donc je me disais, ça va être un deuxième souffle, un second souffle. Et c'est bon. Et puis, donc dans un premier temps, ce serait pas mal, si tu crois pas, si on laissait reposer un petit peu ton image.
Et là, je lui dis, mais Étienne, mais moi, je suis en pleine forme. Je suis dans je suis à la quarantaine, je fais du sport, les gens m'aiment bien, tout va bien. Et puis alors là, ce qui m'a cloué, c'est après il s'est mis à me parler de la Star Academy. Oui, de Nikos Aliagas. Et de Nikos. Oui, c'est ça. Il s'est mis à me parler de ça. Mais alors, attention, parce qu'on me dit, il ne m'a jamais proposé la Star Academy. Ouais. Hein. Jamais. Mais vous auriez aimé qu'il vous le propose ou pas? C'est un très bon projet, la Starac, c'est un très bon projet. Mais honnêtement, je ne le connaissais pas à l'époque et je n'en avais jamais entendu parler. Ouais. Donc j'aurais pas pu avoir une idée précise sur ce projet, parce que je connaissais pas le projet. Mais enfin, en tout cas, il me l'a jamais proposé. Il m'a dit voilà, il y a un jeune animateur là qui m'intéresse, il s'appelle Nikos. T'en penses quoi? Je me demande à moi. On vous demande de recommander quelqu'un qui potentiellement va être celui qui va vous éjecter. Très clairement. On peut pas dire ça. Mais... Moi, j'aime beaucoup Nikos. Oui. En plus, il a fait un très bon job. Peut-être que finalement, Étienne a fait le très bon choix. Non, mais vous avez raison. Mais le fait est qu'il est arrivé au moment où vous êtes parti. Ah, il est arrivé au moment où je suis parti. Oui. Bon, bah, c'est un hasard. C'est un hasard, c'est la vie, c'est comme ça. Et alors pourquoi j'ai été mis de côté? Je crois que je ne le saurai jamais. Et en fait, donc ça, la phrase qui vous demandez qu'est-ce qui vous a hanté, j'y arrive. Ce qui m'a hanté, c'est pas le fait d'être mis sur le côté, parce que je pensais vraiment rebondir assez vite en fait au moment où il me l'apprend. Mais c'est la phrase qu'il m'a dite, c'est dans l'immédiat, je n'ai pas de projet pour toi. Et ça, c'est une phrase, c'est terrible. Dans l'immédiat, tu dis mais dans l'immédiat, et tu réfléchis, tu dis mais c'est quoi l'immédiat? C'est pendant 2 mois, pendant 3 mois, mais après il va me rappeler, tu sais, parce qu'il m'a jamais dit on se sépare. À aucun moment il ne m'a dit ça. C'est dans l'immédiat, je n'ai pas de projet pour toi. Il fallait lire entre les lignes. Donc il fallait lire un petit peu entre les lignes. Puis quelques temps plus tard, évidemment, les relations humaines m'ont appelé en me disant on est obligé de casser le contrat. Et les ressources humaines. Les ressources humaines, pardon. Parce que les relations humaines. Les relations humaines vous appellent. C'est assez abstrait, mais c'est possible. Les ressources humaines, pardon. Et tu vois, comme quoi on n'est jamais à l'abri. J'en raconte quelques-uns dans mon livre à la fin, des lapsus comme ça. Tu sais pas pourquoi tu dis un truc, mais tu le dis, puis après c'est trop tard. Facile. Alors oui, on rembobine un petit peu. Vous avez commencé votre carrière télé sur Canal+. Oui. Vous y avez animé le jeu Star Quiz, le talk show direct durant la saison 1988. Et alors, fin mai, début juin, le directeur emblématique des programmes de Canal+, vous invite à dîner pour vous indiquer que l'émission ne sera pas reconduite. Oui. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est Alain de Greff. Hein. Oui, c'est Alain de Greff avec qui je m'entendais très bien. C'est pareil, ça pour moi, c'est une période que j'ai adorée, toute cette période Canal. De Greff, Lescure. Lescure, c'est quelqu'un que j'ai vraiment adoré parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance, véritablement. Puis parce qu'il fait partie des professionnels que je suivais et qui, à mon avis, ont le truc. Et c'est des gens qui sont multicartes, lui aussi. C'est le cinéma, c'est le festival le festival de Cannes, etc. Mais c'est plein de choses. Bon. Et non, je crois que direct, c'était nul par ailleurs sans les nuls, en gros, quand on regardait bien. Et je pense que ça avait été le laboratoire de Philippe Gildas qui préfigurait nul par ailleurs. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison de laisser 2 fois la même émission. Alors moi, je pensais faire des propositions, mais rappelons-nous, c'était la fameuse tranche en clair, et il n'y avait pas, c'était pas extensible, et c'est ce que ce soir-là m'a expliqué Alain de Greff. Mais dans la foulée, en même temps, et je pense intimement que la direction de Canal, et notamment, encore une fois, Pierre Lescure, ne sont pas totalement étrangers au fait que, de façon concomitante, je reçois un coup de téléphone de Dominique Cancien, qui est la 2e personne à m'avoir fait confiance dans ce métier, qui était la directrice des programmes de TF1. Des divertissements, des variétés sur TF1, et qui m'appelle et qui me dit « Je sais que tu es libre, et moi, je te veux, quoi. » Enfin, je te veux. Professionnellement. C'est elle qui vous fait venir. Il reste assez peu de temps malheureusement dans cette interview. J'aimerais qu'on raconte. J'aimerais beaucoup, vous savez. On a aussi des grilles à respecter. C'est tellement triste. J'adorerais faire 52 minutes avec vous. Hein. C'est vrai que les voyages forgent la jeunesse, mais avec vous, parfois, ils peuvent rimer avec galère. La preuve avec cette virée aussi à Los Angeles que vous avez faite. Alors là, on est en 1989. Vous êtes dans une voiture. Vous êtes, je crois, à l'arrière. Et là,
tout ne se passe pas comme prévu. Non, alors je suis à Los Angeles parce que je suis allé voir Alex Trebek qui fait Jeopardy. C'est au moment où je vais prendre Jeopardy, qui démarrera le 5 juin 1989 sur l'antenne de TF1. J'adore ce jeu. Je donne la réponse, il faut trouver la question. Donc il y a toute une gymnastique de l'esprit. Je suis à Los Angeles, je pars avec Béatrice Esposito, qui était la responsable aussi des jeux et des divertissements à cette époque-là, avec Pascal Duchesne, qui est le réalisateur. On est tous les trois dans la voiture et on se balade, on va pour rentrer à Paris. Hein. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans un superbe hôtel de prestige. Et là, il y a un coup de frein et la voiture derrière ne freine pas, nous rentre dedans et la voiture, elle est explosée complètement. Le pare-brise arrière explose. Je prends tous les bouts de verre dans la tête, dans le cou, ici. Incroyable. Et comme je suis projeté, j'ai pas la ceinture, mais il n'y a pas de ceinture. Donc, je me prends l'appui-tête avant. Tac, je mets un coup de tête dehors et je suis KO debout, complètement KO debout. Or, nous, on doit rentrer à Paris et je dois commencer mes tournages. Mais vous êtes blessé, vous êtes défiguré à ce moment-là? Non, je suis pas justement. Alors, Béatrice, qui était là, eux étant devant, n'ont rien eu, donc ils sortent. Tout de suite, Béatrice me regarde, me dit « Attends, on va t'enlever les petits bouts de verre que tu as. » Mais elle me dit, je me rappelle, tu vois, elle a eu cette phrase, elle m'a dit « Non, pour le métier, c'est bon, pour le métier, c'est bon. » Parce que ça me brûlait quand même, ça me brûlait. J'avais un mal de tête, mais c'était terrible. Je me suis dit, j'espère que j'ai pas un truc, tu vois, qui va m'arriver dans 1 heure ou 2. Donc, on est rentré à l'hôtel. Et là, la deuxième anecdote, c'est que c'est ce genre d'hôtel où tu as quelqu'un qui vient prendre ta voiture. Tu ne la parques pas toi-même. Et les voitures, ce n'était, je ne vais pas citer de marque, mais c'est des voitures de luxe, quoi. Très belles voitures. Et nous, on arrive dans notre voiture de location complètement défoncée, parce qu'elle roulait encore, mais avec le coffre ouvert, parce qu'on ne pouvait plus le faire. Et le gars, on file les clés au gars, il prend les clés comme ça, toi, qui va parquer les voitures. C'était très, très drôle, ça. Et attendez, il reste encore 1 minute 55, le temps pour moi aussi de vous faire peut-être réagir sur une deuxième anecdote que vous racontez qui, moi, m'a fait beaucoup rire. C'est quand vous êtes dans un avion, je crois que vous revenez de Tokyo, de Moscou, pardon, vous avez acheté plusieurs bouteilles de vodka, vous en avez rangé. Alors, pourquoi je raconte? Parce que c'est pas à vie privée, parce que je suis parti avec Alain Degreffe à Moscou. Oui, c'est ça, exactement. On doit préparer un talk show avec nos amis russes. C'est encore l'Union soviétique. Hein. C'est juste avant la chute du mur de Berlin. On est dans l'avion et on retourne, on est en avance. Donc on s'ennuie, on va au duty free. Et moi, je bois pas d'alcool, mais je me dis, je vais acheter des bouteilles de vodka que je vais offrir. Et j'achète 1, 2, 3, 4, mais j'achète des bouteilles de vodka. Et je leur demande de me les mettre dans des sacs en plastique séparés pour pouvoir les offrir. Et on prend le Tokyo, Moscou, Paris. Donc on arrive, l'avion est déjà plein. Nous, on est quelques-uns à monter à Moscou. Et je colle mes sacs dans le... dans les cabines, là. Enfin, truc à bagages. Et je referme. Et je m'installe. Et voilà, très bien. Prêt pour le décalage. Sauf qu'entre-temps, un Japonais se lève, rouvre le coffre, trifouille quelque chose et referme. Mais il referme mal le coffre. Et l'avion décolle, on est comme ça. Tu sais, c'est le moment où t'es comme ça. Généralement, t'es cramponné au truc. Bien sûr. Voilà. Et un de mes sacs glisse, la bouteille tombe, paf, sur le crâne du Japonais. Plus de peur que de mal. Un petit filet de sang arrive, le Japonais tombe dans les pommes. Mais pour la suite, eh bien, c'est très simple, vous procurez ce livre et vous aurez la fin de l'histoire. Quel roi du teasing, jamais trop tard, vous avez la fin. Évidemment, vous êtes encore là, pas en prison. C'est que tout c'est bien terminé. On va rassurer nos téléspectateurs. Merci Philippe Risoli d'avoir été sur ce plateau. Beaucoup trop court. Il y a une telle carrière. J'espère que vous viendrez. C'est un peu court, mais c'est... Dans un autre contexte, j'imagine. Je rappelle le titre. Jamais trop tard. C'est aux éditions de l'Archipel. Merci Mathilde. Et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro. Merci à vous.